Et nous sommes donc, je le disais avec un peu d'ironie peut-être, nous sommes avec Dominique Chaniolo, constitutionnaliste, auteur de l'ouvrage La Constitution de la Ve République, parce que c'est vrai qu'on va venir régulièrement vers vous, puisque c'est une situation inédite. Bonjour Monsieur Chaniolo. Monsieur Chaniolo, une fois. Oui, je vous entends, oui. Vous m'entendez une fois. Bonjour Monsieur Chaniolo et merci d'être avec nous. Lorsque hier soir, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut appliquer son programme, rien que son programme, tout son programme, alors qu'il a une majorité, il n'a même pas de majorité du tout d'ailleurs, ni relative ni absolue, et qu'il ajoute, il parle de décret, et par exemple, j'ai compris qu'il pensait pouvoir abroger la loi retraite avec un décret, ou augmenter le SMIC par décret. Je voulais savoir si c'était possible. Alors, il faut paralyser un certain nombre d'applications des lois tout simplement par des décrets. Donc, je vous signale que la retraite à 60 ans par Pierre Mauroy sous François Mitterrand a été décidée par décret. Que si une loi n'a pas de décret d'application, il n'y a pas de loi. Et que l'application d'une loi peut être modifiée par un décret d'application par définition. Quant à M. Mélenchon, il a une majorité qui n'est pas absolue, qui est encore moins relative que l'autre, mais il a incontestablement une majorité. La question qu'il faut plutôt se poser, c'est de savoir pourquoi le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Il se retrouve un peu, non pas dans la situation de Charles X, qui au bout de dissolution a été chassé, mais il se retrouve plutôt dans la situation du roi des Belges, qui doit désigner traditionnellement le leader du parti ou de la coalition victorieuse, même si elle est minoritaire. Non, mais là, Monsieur Chaniolo, vous me faites de la politique et j'entends bien, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avis du constitutionnaliste. Mon avis, c'est que... C'est-à-dire que le décret aujourd'hui, vous me dites que... j'en suis même étonné pour tout vous dire, parce que vous me dites que si demain Emmanuel Macron nomme par exemple Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, il peut par décret expliquer ou décréter, il peut par décret décider que la retraite est à 60 ans en France. C'est ce que vous me dites. Je vous dis d'une part que c'est pas de la politique, que le président de la République désigne traditionnellement le leader du parti de la coalition majoritaire, M. Mélenchon ou un autre d'ailleurs, peu importe. Donc ça, c'est la première chose. Nous sommes sous la Ve République, donc les alliances électorales se font dans le scrutin majoritaire avant l'élection et non pas après. Voilà. Mais j'entends bien, mais moi, les questions que je vous pose, elles sont juridiques, elles sont purement juridiques. Oui, non, mais c'est très juridique ce que je vous dis du début jusqu'à la fin. Même apparemment, ça vous l'entendez ça, je trouve ça plutôt politique de choisir parmi une majorité. Il fait ce qu'il veut, le président. Ça, c'est pas, il n'est pas obligé. Rien ne l'oblige. Non. Rien ne l'oblige. Alors que les décrets, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect vraiment écrit noir sur blanc dans la Constitution. Oui, mais dans tous les régimes parlementaires, on choisit le parti vainqueur. Je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de parti vainqueur, c'est une coalition. On peut discuter. C'est votre opinion politique, mais vous aussi, mais c'est pour ça que je vous dis que je voulais pas rentrer là-dedans. Il n'y a pas de parti vainqueur, en fait. Le seul parti vainqueur, c'est le Rassemblement national. C'est une coalition, c'est même pas si elle durera. Donc, moi, cette politique, on en parle d'ailleurs beaucoup dans l'émission, c'est pas tant là-dessus que je voulais vous interroger, c'est vraiment sur l'aspect, est-ce possible, est-ce pas possible? Donc, vous m'avez dit, c'est possible, le décret. Et ça, c'est intéressant. Alors, le problème aussi, c'est que dans un scrutin majoritaire à 2 tours, il faut, auparavant, d'avoir des alliés au 2e tour. Quand il n'y a pas d'alliés, automatiquement, on perd les élections. Ensuite, le gouvernement qui est appelé par le président de la République, son choix est relativement contraint, sauf à retourner à la 4e République, jusqu'à ce que le gouvernement tombe. En attendant, il peut procéder par décret, comme l'ont fait les gouvernements de gauche, mais avec une majorité à l'Assemblée nationale. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Chaniolo, de ces... Vraiment à vous et merci de ces renseignements. Constitutionnaliste, et je rappelle votre ouvrage, La Constitution de la Ve République aux éditions Dalloz. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Monsieur Ragnel, qui a peu parlé depuis 11h. C'est suffisamment rare pour être souligné, non, Pascal? Bon, que va-t-il se passer ces prochaines heures? D'abord, je disais hier que ce qui m'a frappé, c'est que les mots les plus durs ont été prononcés sur Emmanuel Macron, ont été prononcés et par Gabriel Attal et par Édouard Philippe.
Absolument. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens du propre camp d'Emmanuel Macron qui lui en veut énormément et qui ne comprend toujours pas la raison politique qui a conduit à cette dissolution, la raison politique qui a conduit à ces élections législatives. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, le calendrier? Est-ce que vous le savez? En ce moment-là, Pascal, depuis 11h15, je ne sais pas quelle heure, 11h53, Gabriel Attal est à l'Élysée avec Emmanuel Macron pour lui remettre officiellement sa démission de Premier ministre. Et il y a eu un invité mystère qui s'est invité à cette rencontre, c'est Gérald Darmanin. C'était pas prévu. Et donc ils sont au moins trois dans le bureau. Il y aura peut-être aussi le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, mais c'est pas une personnalité politique, c'est un collaborateur du président. Et donc, on ne sait pas très bien ce qu'ils se racontent, tous les trois. Il y a plusieurs possibles... Non, mais... Vous nous racontez ça, mais on le saura. On est suspendu à voler. Mais on le saura. Il y a trois possibilités. Mystère. Moi, j'ai trois hypothèses. C'est Alain Decaux raconte. Je ne verrai pas cette prétention. Il y a trois possibilités pour lesquelles Gérald Darmanin est actuellement dans le bureau d'Emmanuel Macron. La première possibilité, il est ministre de l'Intérieur en charge des élections. C'est pas forcément inintéressant qu'il ait cet échange avec le chef du gouvernement, encore pour quelques minutes, Gabriel Attal, et Emmanuel Macron. La deuxième raison, c'est qu'on sait que Gérald Darmanin a très envie de créer son propre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en essayant de faire venir certains députés LR et donc d'essayer d'aller un peu au-delà du résultat de cette élection dans la perspective de sa propre ascension possible vers l'élection présidentielle de 2027. Donc ça fait pour l'instant... Mais pourquoi il serait dans le bureau de présidentiel alors pour ça? Pour négocier avec Gabriel Attal. Gabriel Attal a très envie d'être président du groupe parlementaire d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ça se passerait dans le bureau du président, ça? Je vous dis que c'est une possibilité. Oui, il y a une troisième possibilité. Oui. Peut-être que Gérald Darmanin pourrait succéder à Gabriel Attal comme Premier ministre. Et puis il y a une quatrième possibilité. Il y en a peut-être 6 ou 8. Hein. C'est juste pour éviter d'ennuyer les auditeurs avec 14 litanies de propositions, cher Pascal. Il y a une question de bon sens. Il est possible que le président de la République lui dise: est-ce que vous pouvez, monsieur Darmanin, rester ministre de l'Intérieur parce que les Jeux Olympiques sont programmés le 27 et que vous connaissez tous les dossiers. C'est aussi possible. C'est possible, mais alors, par rapport à cet argument que j'ai toujours trouvé un peu fallacieux, même quand Gérald Darmanin l'octroyait à lui-même, il disait: mais moi je resterai jusqu'aux Jeux Olympiques. C'était un moyen pour lui de se donner une capacité à durer assez longtemps. À l'époque, il avait dit ça il y a à peu près un an. En réalité, les Jeux Olympiques, le ministre de l'Intérieur donne une impulsion dans la préparation, mais ensuite le plus important, c'est le patron de la police, le patron de la gendarmerie et tous ceux qui sont les N-2, N-3 en dessous du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur en tant que tel, je pense qu'il n'est pas indispensable. Bon, non, mais il y en aura un autre. On n'a toujours pas écouté. Ça va être géré. On n'a toujours pas écouté Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot. Parce que j'ai trop parlé encore une fois. Non, on les écoutera après 12h. Mais on sera également avec Chloé Ridel, que je salue, qui est la porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour, Madame Ridel. Bonjour. Je disais que cette coalition durera peut-être dans un mariage ce que dure le temps du mariage lorsque les mariés ne sont d'accord sur rien. Mais peut-être, est-ce que je me trompe, Madame Ridel? Peut-être que finalement, vous entendez mieux que ce que nous pensons avec la France Insoumise notamment. Oui, absolument. Nous voulons préserver l'unité du nouveau Front populaire. Nous ne parlons pas de coalition avec aucune autre force que ce soit. Les Français nous ont placés devant. Nous avons aujourd'hui une majorité relative et donc de la même façon qu'Emmanuel Macron avait su gouverner avec une majorité relative en 2022, il nous appartient aujourd'hui de former un gouvernement. Et ensuite, loi par loi, il conviendra de trouver des majorités à l'Assemblée nationale et il conviendra à chaque député qui s'y trouve de se positionner sur les lois que nous présenterons. Mais c'est vrai que nous appliquerons notre programme. Oui, alors vous l'appliquerez, mais convenez que ça va être difficile de trouver une majorité pour appliquer précisément ce programme. Et est-ce que vous avez une idée de qui doit être Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre doit être, à ce moment-là, venir de la formation dans le Front populaire qui a eu le plus de députés, en l'occurrence de la France Insoumise, ou est-ce qu'il y a une autre solution? Les discussions sont en cours et le champ des possibles est assez ouvert. En réalité, je crois qu'on a posé un principe de base, c'est que le ou la première ministre du nouveau Front populaire, du gouvernement du nouveau Front populaire, devra faire consensus. Donc je ne crois pas que nous soyons dans une position de dire que ce Premier ministre devra être issu
du groupe le plus important au sein du nouveau Front populaire. Je pense qu'au contraire, on s'oriente plutôt vers un choix du consensus qui pourra faire l'objet d'un vote au sein du nouveau Front populaire. Donc ça n'est pas forcément l'arithmétique du plus grand groupe qui va primer. On va marquer une pause. Je rappelle, Chloé Ridel, que vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Vous êtes une haute fonctionnaire. Vous êtes militante politique française, bien sûr, depuis très longtemps. Et vous êtes spécialiste des questions européennes et des sujets du renouveau démocratique. Nous allons... vous êtes élu, je crois, à Clamart, hein, c'est bien ça ? Non, je suis députée européenne. Vous êtes députée européenne, pardonnez-moi. Voilà. Exactement. Je remercie Louis de Raguenel. Merci beaucoup, Pascal. On va marquer une pause, écouter le flash de 12h, et puis on va être avec Madame Ridel pour imaginer comment se met en place forcément cette possibilité d'un Premier ministre de gauche ou pas à Matignon. À tout de suite.